Je dirais plutôt à Donald Trump, d'ailleurs. Oui. Aux deux, bien évidemment, mais non, Donald Trump, parce que dans le vocabulaire qui est utilisé, on voit bien que les messages sont ciblés pour aller dans le sens de ce que le président américain a souhaité, a dit à un certain moment, sans prendre d'ailleurs garde qu'il a pu changer d'avis depuis, mais en tout cas, un accord de paix. Il souhaite que les Européens s'engagent, et aujourd'hui, non seulement nous nous engageons majoritairement dans l'aide financière et en équipement que nous apportons aux Ukrainiens, parce que, au-delà de ce que nous avons fait, des efforts que nous avons faits, nous achetons maintenant les équipements américains qui sont déployés. Alors, nous nous rassurons nous-mêmes en disant que les Américains sont toujours là. Vous voyez, des équipements américains sont déployés. Sauf qu'on oublie de dire, ou on ne veut pas le dire, que nous les achetons aussi. Et puis le message, c'est de dire, nous sommes prêts. Hein, c'est quand même voilà, quelques mots. Je crois, dirigé vers le président américain qui souhaitait que les Européens se prennent en charge, prennent en charge leur sécurité sur le continent. Et là, les Européens se rencontrent en disant « nous sommes prêts ». À ceci près quand même que certains d'entre eux ont quand même encore quelques réserves, quelques réticences à s'engager sans le soutien déclaré des Américains, qu'il a été avec le président Trump, mais qui doit être confirmé. Donc là aussi, on voit bien l'ambiguïté de ces Européens qui n'ont toujours pas confiance en eux pour s'engager en disant oui, nous sommes prêts, oui, nous pouvons le faire. Mais la déclaration est là. Oui, alors que ce qui se passe aujourd'hui est contre-productif pour la base industrielle et technologique de défense européenne, puisque les Européens achètent massivement, peut-être parce que nous ne sommes pas en capacité, en effet, de produire. Et parce que c'est le prix à payer pour garder Trump avec nous. Oui, aussi, mais je crois que, de toute façon, Donald Trump aura toujours quelque chose à nous faire payer. Là, nous sommes dans un engrenage qui, pour moi, dans le long terme, est vraiment très négatif pour l'Europe. Parce que, de fait, nous achetons massivement à l'étranger. J'ai fait une tournée en Europe de l'Est juste au mois de juillet, où les Polonais disent oui, bien évidemment, mais nous achetons les chars coréens parce qu'ils sont en capacité de nous livrer 200 chars tout de suite. Voilà, donc on est dans cette logique-là, en effet, de compenser ce que nous n'avons pas fait pendant des décennies, mais je pense que nous le faisons mal parce que aujourd'hui, au lieu d'aller dans le sens du rapport Draghi, et de consolider l'économie européenne justement en produisant, en construisant. Parce que les industriels, il suffit de leur poser la question. Ils disent mais nous pouvons faire plus et plus rapidement. C'est ce que le président Macron leur a demandé. Mais à ceci près qu'il faut qu'on soit payé, il faut qu'on ait des commandes. Donc si les pays européens ne commandent pas, c'est un serpent vraiment qui se mord la queue. Donc oui, bien sûr, on achète américain pour continuer à nous assurer que les Américains restent avec nous, parce que nous ne sommes peut-être pas en capacité de payer la note, sauf que nous ne serons jamais en capacité de faire quoi que ce soit, parce que nous allons nous affaiblir économiquement aussi dans les 10 ans qui viennent. Oui, absolument. Alors, il y a peut-être l'aspect économique, bien entendu, mais je pense que l'aspect politique inquiète beaucoup plus. C'est-à-dire, quand il arrive à un sommet international, ses homologues le regardent un peu différemment. Oui, je pense que... Enfin, bon, peut-être que chacun aussi a ses problèmes dans son pays. Hein. Je pense qu'il parle des problèmes communs, j'imagine, ensemble, plutôt que de dévoiler les tourments qui peuvent les hanter. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, sur le plan politique, en fait, c'est 2027 qui inquiète fortement nos partenaires européens et bien au-delà, avec l'arrivée potentielle du Rassemblement national, parce que tous nos partenaires lisent les sondages comme les Français le font. Et donc, pour eux, ça serait un changement absolument radical de la politique française jusqu'à présent, c'est-à-dire non plus cette importance donnée à l'Europe, mais également au multilatéralisme. Parce que quand même, la France a toujours défendu le multilatéralisme, a défendu l'ONU. Et d'ailleurs, je vois, moi, dans la reconnaissance d'un État palestinien, là, une sorte de logique de la France qui s'inscrit dans ce qui... Un rétablissement de la position française, on peut dire quand même. Voilà, rétablissement, oui, enfin, bon. Il y a eu quelques errements dans les positionnements d'Emmanuel. Enfin, c'est aussi, je pense, l'enjeu du flou sur qu'est-ce qu'était la position d'Emmanuel Macron sur le dossier ukrainien quand même au début, dans le lien...
y a quelque chose qui n'a pas été clair et qui était... Oui, là, je ne parlais pas du président. Non, mais vous avez raison pour l'individu. Mais là, je parlais de l'image de la France. De l'image de la France aujourd'hui sur le plan politique. 2027, de toute façon, le président Macron n'est plus là. Donc, et voilà. Et c'est ce qui inquiète aujourd'hui et qui peut nous affaiblir parce que nos partenaires allemands me l'ont dit très franchement, nous n'allons pas investir aujourd'hui en France si dans 2 ans, eh bien, nous avons une sorte de Frexit à la française. Bon, ça sera peut-être la position de Mélanie qui est voilà, très à droite, mais qui quand même n'est pas très anti-européenne comme on aurait pu imaginer qu'elle puisse l'être. Enfin bon. Mais quand même. Donc c'est incertitude politique pour nous maintenant dans le court terme, mais dans le long terme également. Alors, et puis bien sûr, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire des changements. Alors c'est avec le Maroc et l'Algérie, c'est avec l'Italie, nous avons rappelé notre ambassadeur. En Italie, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, nous avons oublié cela. Enfin, nous avons des tensions exacerbées avec un grand nombre de pays avec lesquels nous avons traditionnellement des relations normales. Alors, est-ce que oui, absolument. Vous savez, ce matin, je recevais une délégation japonaise et en fait, ils m'ont posé la question, savoir voilà, l'état des relations aujourd'hui avec les États-Unis, parce qu'eux-mêmes continuent à avoir besoin des États-Unis. Ils ont dit, bon, sans les États-Unis, bien évidemment, ils ont quand même des voisins un peu turbulents, notamment en Corée du Nord et un peu moins en Chine, mais qu'ils voient quand même comme une menace. Et que donc, bien sûr, leur sécurité, leur défense passe par les États-Unis. Mais je leur disais qu'en effet, aujourd'hui, nous, c'est notre faiblesse, c'est la dépendance que nous avons créée vis-à-vis des États-Unis qui fait que nous acceptons de tels comportements. Nous acceptons que Donald Trump nous donne des ordres, nous tape sur la tête. Plus il nous tape sur la tête, plus nous achetons des F-35. Enfin, oui, ça ne s'est pas arrangé avec la négociation sur les droits de douane. Non, voilà. Et on voit bien qu'à chaque fois, nous cédons pour les GAFAM, nous cédons absolument sur tout, parce que nous ne sommes pas en capacité de résister. Et donc, nous avons un énorme problème aujourd'hui à régler, et c'est pour ça que ça revient un petit peu au début de notre conversation, sur le fait que si, en effet, cette réunion avec une trentaine de pays est un tournant sur le plan diplomatique pour montrer que nous sommes en capacité, en effet, de nous réunir, que nous avons cette volonté-là, ensuite, il va falloir faire une démonstration de force et de résister et de peser. Enfin, je ne sais pas si ce n'est pas écarter notre passé, et notamment celui au nord et à l'est de ce continent, hein, parce qu'ils sont encore très, très pris par un passé encore récent, finalement, hein, qui les inquiète énormément. Ils vivent dans la terreur d'être envahis par le voisin russe. Bon, donc il faut réaliser tout cela, il faut le comprendre, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes pris dans un étau, moi je pense sur le plan politique, où nous avons à la fois la Russie, enfin ceux qui se sont réunis à Pékin là, il y a quelques jours, et les États-Unis de l'autre côté, qui convergent pour des raisons qui sont totalement différentes, pour une déstabilisation par la prise de pouvoir par l'extrême droite dans les pays européens et un affaiblissement économique. Donc là, nous sommes vraiment très très mal si nous ne sommes pas en capacité de résister collectivement.